Le service RTM, c'est un service de l'Office national des forêts. Et c'est un très vieux service qui est né à la fin du 19e siècle au sein de l'administration des eaux et forêts. C'est un service qui a été créé exactement en 1882 et qui a pour vocation en gros de protéger les biens et les personnes contre les risques naturels en montagne. Donc historiquement, ce service a pris naissance donc à la fin du 19e siècle, disons suite à un contexte un petit peu particulier. La fin du 19e siècle a été marquée par la naissance de l'industrialisation, par une augmentation des populations en montagne, par des impacts sur le milieu naturel, par des déboisements pour alimenter les usines, pour alimenter et chauffer les populations locales. Alors tout ça s'est traduit par une dégradation des terrains dans un contexte météo un petit peu particulier. De 1850 à 1880, c'est vrai que la France à l'époque a connu pas mal de gros événements. Donc avec des événements naturels donc s'abattant sur un espace fragilisé, ça a entraîné pas mal de conséquences dramatiques au regard des populations de proximité, mais également beaucoup plus en aval, dans les bassins de la Garonne, du Rhône. Donc à l'époque, l'État s'est un petit peu ému de cette situation-là et a confié à l'administration des eaux et forêts d'étudier la question. Et effectivement, l'administration des eaux et forêts est arrivée à la conclusion qu'il fallait impérativement reconquérir tout cet espace montagnard et donc le revégétaliser, le reboiser, faire des ouvrages de protection contre les avalanches, des ouvrages de protection ou de correction des torrents. Et donc a été mis en place en 1882 le service RTM, qui veut dire Restauration des terrains en montagne. Donc là, de 1880 jusqu'à la Première Guerre mondiale, il y a eu énormément d'activités dans tous ces terrains qui ont été soit acquis par l'État à l'amiable, soit carrément expropriés. Il y a eu à peu près 350 000 à 380 000 hectares qui ont été repris par l'État pour entreprendre des travaux de protection. Alors au début, ça ne s'est pas trop bien passé avec les populations locales parce qu'effectivement, on a enlevé des pâturages, on interdisait les gens d'aller envoyer les bêtes en forêt, de couper du bois. Ensuite, comme il a fallu énormément, il fallait à l'époque énormément de main-d'œuvre pour pouvoir réaliser des murs en pierre sèche, pour reboiser des milliers de plants. Donc effectivement, l'administration des eaux et forêts a puisé dans les populations locales. Et donc les populations locales, je peux dire qu'elles ont été un acteur important de la reconquête de cet espace montagnard. Ensuite, après la Première Guerre mondiale, il y a eu une petite suite bien sûr à l'hémorragie qu'a pu créer cette guerre. Il a fallu attendre la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour retrouver un regain d'activité. Et ensuite, lorsque l'administration des eaux et forêts entre guillemets a changé de nom, c'est devenu un office en 1966 et à l'intérieur de cet office, le service RTM a été restructuré et on trouve donc ce service dans pratiquement tous les départements de haute montagne, sur la chaîne des Alpes et sur la chaîne des Pyrénées. Les missions actuelles du service RTM, c'est ce qu'on appelle des missions essentiellement d'intérêt général. Ce sont des missions pour le compte du ministère de l'Agriculture et pour le compte du ministère de l'Environnement. Alors pour le compte du ministère de l'Agriculture, c'est essentiellement la gestion des terrains domaniaux, donc des forêts domaniales de protection, soit à l'entreprise externe, soit à l'entreprise interne, avec ce qu'on appelle les ouvriers des agences travaux. On gère les dispositifs de protection, que ce soit en matière d'avalanche comme sur ce site, que ce soit en matière de torrents, donc réfection, réparation, construction de barrages, que ce soit en matière de glissement, drainage, en matière également de chute de blocs, confortement rocheux, triage ou filet plaqué, ancrage. Ensuite, parmi les autres missions qui sont du ressort du ministère de l'Environnement, le service RTM fait ce qu'on appelle de l'affichage du risque, de la cartographie, établit des documents d'occupation des sols que sont les plans de prévention des risques,
assure des expertises diverses pour le compte de collectivités, que ce soit des mairies, des conseils généraux, assure des missions de conseil en matière de sécurité auprès des préfets, assure de la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire réalise pour le compte des collectivités des opérations de travaux. Donc ce sont des avant-projets, c'est le montage de dossiers de consultation d'entreprise, c'est le suivi des chantiers. Voilà donc essentiellement, très rapidement, les principales missions du service RTM. Ici, on se trouve donc sur la forêt domaniale du Capet, à exactement 2000 mètres d'altitude, donc sensiblement au pied du pic du Midi de Bigorre qui est derrière nous. Et on domine l'agglomération de Barèges, célèbre village thermal et touristique sur les pentes ouest du col du Tourmalet. Voilà, donc ici, cette forêt, c'est une forêt de protection contre les risques d'avalanche qui menacent l'agglomération de Barèges. Cette forêt est parcourue par exactement 5 couloirs avalancheux. Ici, on est sur l'un des principaux couloirs, qui est le ravin du Teil, qui arrive directement sur le village de Barèges. C'est une forêt qui s'étend sur 220 hectares, entre en gros 1600 mètres d'altitude et 2300 mètres pour la partie sommitale. C'est une forêt qui est extrêmement équipée en ouvrages par avalanche de toutes sortes. On trouve des filets, on trouve des râteliers, on trouve des barrières avant, des toits-buses. Pour un global de en gros 5 km de linéaire, mis bout à bout, de protection et correspondant sensiblement à 850 ouvrages au total. L'ONF, c'est une grande maison, et effectivement, dans cette maison, dans cette entité, cette structure, il y a une dominante qui est effectivement en gros la gestion de la forêt et après vous avez des petits satellites qui sont la défense des forêts contre l'incendie qui est une entité un petit peu particulière et vous avez également donc le RTM, une petite communauté puisque l'ONF c'est en gros 6500 personnes et au niveau national le RTM c'est 120 personnes, même pas. Donc il y a une sorte d'esprit de communauté de personnes finalement qui s'occupent de la sécurité des biens des personnes et comme l'a dit Gilles, finalement des travailleurs de l'ombre qui créent finalement le non-événement. Souvent les médias sont attirés parce que il y a une avalanche, des trucs et quand il ne se passe rien, on se dit c'est normal. Mais non, c'est pas normal. C'est parce qu'il y a des gens comme eux et qui effectivement s'impliquent, s'investissent, travaillent et interviennent dans des zones où ici il n'y a pas de touristes, c'est le Tour de France, tout le monde est en bas ici. Et dans les sites RTM, il n'y a personne qui vient traîner. Il n'y a personne qui vient se balader, voir effectivement les réalisations, les difficultés, donc en dehors des initiés. Et je dirais tout ce travail-là, Gilles et Bruno font partie des gens, effectivement, qui sont au charbon, ils ne sont pas dans les soutes parce qu'ils sont dehors, mais c'est eux quand même qui sont, je dirais, la cheville ouvrière de l'RTM et de la capacité à avoir des dispositifs et avoir une montagne sans être complètement formaté malgré tout, qui reste naturel. C'est à la fois tout ce qui est bâti, tout ce qui est artificiel, mais il y a aussi toute une partie naturelle dans le métier. C'est-à-dire qu'il y a des forêts de protection qui sont entretenues, de l'exploitation de coupe, il y a du bûcheronnage, des choses comme ça. Il y a énormément de facettes. Aujourd'hui, on n'en voit que 1%. C'est un métier qui demande une observation de tous les jours. Observation sur les ouvrages, mais également sur l'environnement, sur l'hiver, sur les avalanches, sur la neige, le manteau neigeux. Lorsqu'on est amené à donner des avis d'expertise sur des possibilités ou des risques d'avalanche, il faut être capable de voir et de sentir un petit peu ce qui peut se passer au niveau de la montagne. C'est quelque chose d'assez fin que les gens qui ont de l'expérience font naturellement, mais qui demande quand même un savoir-faire assez poussé. Une technicité à tous les niveaux
niveau, que ce soit de l'ouvrier à l'encadrant, au technicien, à l'ingénieur. Ça demande d'être au point et d'être au top techniquement sur ce que c'est qu'un ouvrage, un paravalanche, un filet, etc. Il faut connaître exactement l'ouvrage, il faut savoir comment il fonctionne l'été, comment il fonctionne l'hiver, comment ça travaille, comment ça vieillit. Enfin, il faut avoir une technicité quand même très poussée. Déjà, il ne faut pas avoir le vertige. Voilà. Un bon pied de montagnard. Physique. Avoir l'habitude de travailler sous l'hélico, qui demande pas mal de maîtrise. Une grosse maîtrise de la peur et puis une très très bonne condition physique. Avoir vraiment des jambes de montagnard, quoi. On a quand même ce stress lorsqu'on travaille en hélico, l'hélico sur la tête. On a un regard sur l'hélico, sur l'ouvrage. On doit être vigilant à chaque instant. On n'a pas droit à l'erreur, si tu veux. Tu vois, l'ouvrage peut arriver sur nous en tournant. Bon, c'est un métier, le pilote stabilise l'ouvrage avant de nous l'amener dans les fouilles. Il faut être constamment vigilant. On n'a pas le droit de se relâcher, quoi. On est obligé de regarder où on pose les pieds. On regarde l'ouvrage en l'air. C'est assez quand même assez technique, quoi. Je dirais que pour l'ONF, c'est quand même un plus d'avoir des gens comme ça qui sont habitués à évoluer sur des sites qui sont escarpés. Bon, il y a l'altitude qui est un facteur un petit peu limitant, mais c'est surtout le fait qu'on évolue toujours sur des terrains qui sont extrêmement accidentés. Donc il y a un souci constant à la fois de leur sécurité, ils ont un souci constant de leur sécurité à eux, de la sécurité des collègues avec qui ils travaillent. Donc c'est vrai qu'il y a une approche quand même qui est un petit peu particulière. La montagne, bon, c'est pas anodin, hein, ça reste quand même un milieu naturel, pas spécialement dangereux, mais où malgré tout, en matière effectivement de déplacement, c'est un petit peu plus compliqué. Gilles, l'hiver, lui, il est responsable d'un secteur, il est pisteur secouriste. Et bon, Bruno, c'est pareil, il travaille à la station. Et l'ensemble de ses collègues ce sont des gens qui sont habitués à gérer des fois des situations en autonomie. Ça aussi, c'est très important parce que Henri, disons, entre guillemets, les personnels encadrants, on est là, mais on n'est pas là en permanence avec eux. Donc c'est vrai qu'eux sont à même de prendre des initiatives, de gérer, de réagir à des moments, à des situations qui sont des fois un petit peu compliquées. Des fois, il y en a qui se font mal, tout ça. C'est quand même malgré tout un contexte particulier. Après, bon, comme ils le disent, c'est vrai que quand il fait beau, c'est quand même sympa. C'est mieux. C'est quand même plus agréable. Du bonheur. On arrive le matin sur le chantier, avant d'attaquer, bon, on a un petit casse-croûte. Ça, c'est le top du top. Regarde, aujourd'hui, tu casses à la croûte 10 minutes, un quart d'heure avec cette vue qu'on a. Bon, c'est le grand plaisir de la journée, quoi. On arrive à midi aussi, on a des bons côtés. Ça n'a pas de prix. Le jour où il fait beau, par contre, le jour où il fait mauvais, bon, c'est différent. Quand il y a le brouillard, On peut attraper la neige à l'automne. Je crois qu'on est privilégiés, nous. Ben, moi, je ne conçois pas d'aller travailler en plaine ou dans un bureau enfermé. Hein. Voilà. Ma vie, elle est ici, quoi. Que ce soit hiver ou été. C'est un choix. Un choix, mais que j'aime bien, quoi. Un choix et une chance aussi. Une chance, ouais, comme tu dis. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Ah, puis on peut dire à nos enfants, tiens, regarde, papa, il a été travailler là-bas, tu vois. Il sécurise par exemple le village, il fait une partie pour sécuriser le village de Barège, ou même sur la Mongie, ou au Péguerre, à côté au Cotoré. On fait quelque chose qui rend service, on ne fait pas quelque chose inutilement. C'est un peu une fierté, ouais. Ouais. C'est un plaisir de travailler en montagne, en fait. Si on est ici, c'est le plaisir de travailler en montagne, que ce soit hiver comme été. Sinon, on ne serait pas ici, on partirait en ville, on travaillerait en usine. Moi, personnellement, je préfère travailler à l'air libre. Et c'est tellement agréable. Puis la beauté du paysage, Ça reste authentique. C'est tellement beau. Puis travailler avec des gens qui sont sympathiques aussi. Ça y fait beaucoup, ça aussi. Hein. L'entente dans l'équipe, ça joue énormément sur le travail. On est un peu des ouvriers de l'ombre.